Mesdames les députés, Madame Annie Vidal, Madame Chantal Boulou, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue à notre 15e colloque national consacré aux politiques vieillesse. J'ai la grande joie d'ouvrir cette édition, la première en réel, après 2 années de colloques organisés en virtuel, suite à la crise sanitaire. Je suis d'autant plus heureux que ce colloque se déroule aujourd'hui à guichet fermé, comme le consacre l'expression. Vous avez en effet répondu très présent, en grand nombre, et je vous en remercie. C'est la preuve de votre grande fidélité à notre organisation et à ces événements. Alors bien sûr, tous n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui à Paris pour des raisons diverses, mais vous le savez, nous avons organisé un système de visioconférence qui permet à chacun de profiter de ce très beau programme qui nous réunit aujourd'hui. Pour le moment de convivialité, ceux qui n'ont pas pu être là, nous saurons nous rattraper évidemment dans les semaines qui viennent, mais ça, vous le savez. En tout cas, que vous soyez ici ou devant vos écrans, merci beaucoup, merci pour votre présence en grand nombre. Je veux aussi remercier l'ensemble des intervenants, ceux qui nous permettront de réfléchir, d'avoir une action positive dans cette journée, et puis également Valérie Lespès et Claire Béziot qui co-animeront cette journée, qui sont toutes deux journalistes à l'APM Géronto News. Pour commencer en douceur, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2023. Que cette année nouvelle nous propose et nous permette d'avoir de l'énergie pour relever les défis, de la détermination pour obtenir les moyens à la hauteur et de la passion pour continuer à accompagner celles et ceux que nous, aujourd'hui, qui sont ceux qui nous confient une partie de leur vie. Pour être franc, nous aurons besoin de tout ça. L'année qui vient de s'écouler n'a pas été, une fois de plus, un long fleuve tranquille pour notre secteur. Il me vient bien sûr en tête le scandale Orpea et ses conséquences. La méfiance, pour ne pas dire la défiance des familles, la mauvaise presse, la vague de contrôle. Mais aussi en vrac, la gestion du Covid, les campagnes de vaccination, l'avenant 43 de la Convention collective des services à domicile, l'absence de loi grand âge, la réforme de l'évaluation, le volet bien vieillir du Conseil national de la refondation. Et par-dessus tout, la pénurie de personnel et l'impact de l'inflation. Chers collègues, je ne vais pas revenir sur tous ces faits, d'autant plus que j'en oublierai certainement. Mais je ne peux m'empêcher d'évoquer avec vous quelques points majeurs. D'abord, la situation extrêmement complexe dans laquelle évoluent nos établissements et services. Le manque de personnel, qui n'est certes pas nouveau, mais qui atteint cette année, partout dans nos établissements et services, des niveaux jamais connus, nous contraint trop souvent à réduire nos capacités d'accompagnement. Je ne sais pas vous, mais j'enrage de voir qu'un quart de nos établissements doivent geler des entrées et qu'un tiers des services à domicile sont contraints de ne pas pouvoir honorer pleinement les plans d'aide APA des bénéficiaires. Un tiers des services à domicile, avec les effets que ça a, et on l'évoquait tout à l'heure avec mesdames les députés, sur l'accompagnement et la perte de chance en termes de prévention de la perte d'autonomie. On manque de soignants, on manque d'accompagnants éducatifs et sociaux, on manque d'agents d'entretien, on manque de personnel administratif, on manque de cuisiniers. Nos métiers, hélas, ne sont toujours pas attractifs, alors qu'ils sont pourtant tellement porteurs de sens. Depuis le début de l'année 2022, s'est ajoutée une inflation galopante sur des budgets déjà fragilisés par l'insuffisance de financement du Ségur de la santé, de la prime grand âge et de l'avenant 43. Sans parler de la revalorisation du point et de la prime mobilité dans la fonction publique, tout aussi insuffisamment financés et qui grèvent là encore largement les budgets. En septembre dernier, 85% d'entre vous, ceux qui sont présents et ceux qui aujourd'hui constituent notre fédération, 85% d'entre vous prévoyaient un déficit en fin d'année. 85%. Combien auront terminé l'année dans le rouge? Combien doivent revoir leur projet d'investissement? Combien risquent la cessation de paiement? Chaque semaine, à Paris ou dans nos FNADEPA locales, nous recevons des témoignages de directrices et de directeurs
qui ne savent pas comment ils termineront l'année, qui ne savent pas comment ils termineront le mois. Appel à l'ARS et au conseil départemental, demande de soutien financier aux mairies, report de paiement des fournisseurs ou de l'URSSAF. Vous tentez, tant bien que mal, de résister face à cette inflation galopante en voyant vos trésoreries fondre comme neige au soleil. Alors les pouvoirs publics ont-ils réellement pris la mesure de ces difficultés? Même si le bouclier tarifaire énergie, qui pour nos établissements est véritablement une protection majeure, et nous l'avons salué, la situation reste très inquiétante. Vous le savez, le rapport Libault préconisait en 2019 déjà un financement progressif de 10 milliards d'euros à horizon 2030 pour adapter notre pays au vieillissement de sa population. 4 ans après, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit 300 millions pour le grand âge. Ce n'est pas rien. Sur les 20 000 emplois, recrutements par an recommandés dans le rapport El Khomri, l'État annonce 3 000 postes pour cette année. Ce n'est pas rien, mais évidemment, c'est très insuffisant. Et il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre que, face à ces difficultés qui sont les nôtres, nous sommes loin du compte et que l'année à venir sera encore extrêmement compliquée. En plus de l'inflation et des difficultés financières évoquées, les taux d'évolution des tarifs hébergement et dépendance votés par les conseils départementaux sont, cette année encore, très insuffisants, même s'ils sont souvent en hausse par rapport aux années précédentes. 1,5% dans le Rhône, 1,76% dans les Yvelines, 3,5% dans les Côtes-d'Armor, 3,65% en Loire-Atlantique. Alors que, dans le même temps, les établissements non habilités à l'aide sociale bénéficient, et c'est heureux, d'une revalorisation de leurs tarifs de 5,14%. Il y a là une grande inéquité qui frôle l'injustice et de légitimes interrogations qu'on se pose tous ici sur des orientations si défavorables aux établissements et services publics et associatifs. Avec des niveaux si faibles de revalorisation, et alors que l'inflation est à 5,2% en 2022 selon l'INSEE, combien de temps allons-nous encore pouvoir tenir? Le soutien moral et les bonnes intentions des départements, qui, je le redis, ont souvent fait un effort supplémentaire cette année, ne suffiront pas à équilibrer les budgets. La FNADEPA appelle donc solennellement l'ensemble des conseils départementaux à voter des taux directeurs proches de l'inflation afin d'assurer la survie économique de nos établissements et services pour personnes âgées. Mesdames et messieurs, malgré les difficultés que nous vivons, grâce à vous, le tableau n'est pas si noir. J'en veux pour preuve les centaines d'actions portées sur le terrain, l'engagement extraordinaire des professionnels, la détermination des directeurs, mais aussi, à l'échelle de notre FNADEPA, la création de 2 nouvelles fédérations départementales en Haute-Vienne et en Alsace. Nous avons également franchi la barre des 1400 adhérents et nous en sommes évidemment très fiers. Chacun, ici et dans notre réseau, garde en mémoire également la magnifique photo de famille qui a réuni 18 000 personnes le 4 octobre dernier pour notre grande mobilisation. Mesdames et messieurs, vos valeurs nous guident et votre fidélité nous honore. À la FNADEPA, nous sommes pragmatiques. On ne peut pas avancer sans bras ni sans financement. Cette double urgence, nous n'avons de cesse de la répéter et de la réclamer sur tous les tons auprès des pouvoirs publics et des élus de la République. Et vos FNADEPA sur le terrain en font tout autant. Vous le savez, nous ne lâcherons rien. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais avant, je vais vous dire mon admiration, mesdames, messieurs. Voyez-vous, malgré cette situation extrêmement tendue, malgré la lassitude, malgré la fatigue, de manière assez extraordinaire, vous tenez. Vos établissements de services vivent, les intérieurs sont bien chauffés, l'entretien réalisé, les soins prodigués, les animations assurées, le lien social développé, la prévention encouragée. Sans aucun doute, moins qu'on ne le voudrait, et en mode dégradé. Mais pour l'instant, nous y arrivons encore. Cette force-là, cette résilience de chacun, de chaque jour,
qui est la vôtre et qui est celle de vos équipes, va même plus loin que de tenir malgré tout. Vous réalisez l'impossible. Allez encore et toujours de l'avant pour innover, pour améliorer la qualité de vie au travail, en dépit des difficultés et des contraintes intrinsèques d'un déficit de personnel. Améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Améliorer l'offre d'accompagnement. Ce dynamisme, cette volonté de mieux faire, j'en découvre les témoignages bien souvent au hasard, au cours d'une conversation. On en trouve la trace sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, mais encore trop timidement, hélas, au regard de la force des actions accomplies. Il m'est bien évidemment impossible de les lister toutes ici, mais je ne résiste pas au plaisir de vous en faire partager quelques-unes. Il me vient en tête ce baptême d'hélicoptère offert à des résidents d'EHPAD du Tarn, avec le directeur lui-même aux commandes de l'hélico. Et en plus, il est dans la salle. Ou ce graffeur, j'ai dit, pas gaffeur, hein, graffeur, qui a initié des personnes âgées au street art en Loire-Atlantique. Elle est aussi dans la salle. Mais aussi une exposition photo, Vieux et beau, dans l'Hérault. Elle est aussi dans la salle. Ou une initiation aux arts du cirque, pour les résidents d'une résidence autonomie dans le Var. Elle est aussi dans la salle. Je pense aussi à la participation de résidents au recrutement des équipes ou au réaménagement de leur établissement. Sans parler de vos engagements dans des projets structurants, comme les centres de ressources territoriaux, les tiers-lieux, les dispositifs d'appui à la coordination et demain, les services autonomie. Des actions comme celle-ci, il y en a pléthore dans le réseau. C'est véritablement la vie en mouvement. L'avenir de notre secteur se construit d'abord sur le terrain, grâce à vos initiatives, vos expérimentations, votre inventivité. Soyez-en conscients et fiers d'y parvenir malgré les difficultés actuelles. Mes chers amis, cette vitalité qui foisonne au sein de notre réseau nourrit et renforce notre action. Vous connaissez la FNADEPA, je vous l'ai dit, nous ne lâchons et ne lâcherons rien. Bien au contraire, notre volonté d'améliorer collectivement l'accompagnement de nos aînés n'est que plus ardente d'année en année. Cette persévérance, certaines peuvent la qualifier d'obstination, nous la puisons dans nos valeurs et dans nos convictions. Oui, vieillir est une chance. Oui, la force de notre modèle d'accompagnement réside dans sa pluralité et dans la diversité de ses opérateurs. Oui, nous devons d'urgence adapter notre pays au vieillissement de sa population. Oui, nous devons encore plus urgemment obtenir des solutions aux difficultés actuelles. Oui, les vieux méritent mieux, mieux que les réponses que nous pouvons leur apporter aujourd'hui. Les diagnostics sont connus, les besoins présents et futurs sont connus, les solutions sont connues. L'heure est maintenant à l'action. Pour contribuer à cette réforme prioritaire, nous avons publié en 2021 25 propositions pour améliorer durablement l'accompagnement de nos aînés. Ce fut notre première plateforme politique, sans doute pas la dernière, mais c'était la première. Toujours avec vous, nous l'avons complétée à l'automne avec 10 mesures prioritaires à déployer d'urgence. Je n'en citerai que 3 aujourd'hui. Premièrement, lancer un plan Marshall du grand âge, nous en parlions, Madame la députée, visant le recrutement massif de 100 000 professionnels en 5 ans. Deuxièmement, revaloriser d'au moins 5% les tarifs fixés par l'ensemble des conseils départementaux pour faire face à l'inflation. Troisièmement, obtenir une loi de programmation pluriannuelle, ambitieuse, dotée de 10 milliards d'euros de financement. Car même si, ici ou là, certains doutent encore, un vecteur législatif est indispensable pour une transformation pérenne de notre modèle d'accompagnement. Cette loi devra aussi poser les bases d'une gouvernance rénovée et d'un service public territorial de l'autonomie optimisé. Elle devra enfin garantir un accompagnement de qualité à tous nos concitoyens âgés dans un chez-soi, clé de voûte d'une approche domiciliaire pleinement citoyenne. Mesdames et messieurs, chers collègues, vous avez pu le constater. Cette année, nous n'avons pas intégré au programme de notre colloque
d'intervention sur ce que pourrait comprendre cette loi. Une première depuis 4 ans. Ce n'est pas que nous n'y croyons plus, bien évidemment. Nous avons juste déjà tout dit sur nos attentes et sur les besoins que je viens de rappeler brièvement. Aux politiques, aux décideurs de les mettre en place. À nous de leur faire entendre, non seulement en tant que professionnels du secteur, mais aussi en tant que citoyens, enfants ou petits-enfants de proches âgés, parents de futurs âgés, futurs ou déjà âgés nous-mêmes. Les appels pourtant alarmants et répétés des organisations du secteur sur la dégradation de l'accompagnement du grand âge ne suffisent pas, ne suffisent plus. Il faut que la société tout entière se mobilise sur cette question. Ce message, nous allons le répéter encore et encore tout au long de l'année, collectivement, comme toujours à la SNAVEPA. Vous l'avez fait le 4 octobre dernier, dans le cadre de notre mobilisation nationale. Plus de 18 000 personnes âgées, familles, professionnels, élus, bénévoles, étaient réunis dans les établissements et services pour clamer « Les vieux méritent mieux ». C'était une première pour notre réseau, ce ne sera évidemment pas la dernière. Merci encore pour votre engagement. Je vous invite instamment à continuer de sensibiliser tous les acteurs de vos établissements et services. Et militez aussi, vous, à titre personnel, autour de vous, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances. Peut-être sommes-nous restés trop longtemps sotto voce. Sur le terrain politique aussi, nous allons continuer de nous battre avec ardeur, dans la droite ligne des actions réalisées en 2022, en utilisant tous les leviers à notre disposition. Ces derniers s'additionnent d'ailleurs d'année en année, fruit d'un travail patient et constant. D'abord, au sein du Haut Conseil de l'âge et du Conseil de la CNSA, dont nous sommes des membres actifs. La construction de la 5e branche, dont la Caisse est gestionnaire, ouvre des perspectives en direction d'une gouvernance modernisée et d'une centralisation des financements des politiques de l'autonomie que nous défendons ardemment. Nous avons également été reçus à la Cour des comptes en mars dernier par une quinzaine de présidents de chambre et de conseillers maîtres. Nous pouvons, là encore, nous féliciter des rapports rendus par cette instance, qui fait rare pour cette institution, a même recommandé d'augmenter de manière significative les moyens financiers et humains pour accompagner nos aînés d'aujourd'hui et de demain. Ces avis, s'ils n'ont pas de valeur contraignante, représentent un poids d'importance dans la conduite des politiques publiques, sur lequel nous entendons bien capitaliser, notamment auprès du gouvernement, au premier rang duquel le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, qui nous a longuement reçus en août dernier, ainsi que du ministre de la Santé et de la Prévention, dont nous avons rencontré les conseillères à l'automne. Mais aussi, il y a quelques jours à peine, auprès du conseiller technique protection sociale de la Première ministre. Enfin, nous allons encore intensifier notre action auprès des parlementaires. Depuis quelques petites années déjà, nous avons noué des relations constructives avec plusieurs d'entre eux, au moins 2 dans la salle, mais plein d'autres. Nous les avons rencontrés fréquemment en 2022, à leur demande ou sur notre sollicitation. Et nous entendons bien continuer sur cette lancée. Nous avons aussi élargi nos contacts à la faveur des dernières élections législatives. À tous ces élus de la République, députés et sénateurs, nous avons proposé des amendements aux divers projets et propositions de loi récents et des questions au gouvernement qu'ils ont relayées. Cette dynamique républicaine nous réjouit, car nous notons une volonté évidente de faire bouger les lignes. La récente proposition de loi pour bâtir une société du bien vieillir, déposée par la majorité, en témoigne. Voir en effet une PPL sur le grand âge, portée avec autant de conviction par la majorité, est un pas en soi. Un vrai pas en soi. Sans doute trop timide en l'état, nous allons peser pour que ce texte soit significativement enrichi lors des travaux parlementaires à venir. Il s'agit là d'une marche d'appel vers la grande loi que nous attendons du gouvernement, incluant notamment, je le répète, la fixation de ratios de personnels obligatoires, la simplification de la gouvernance, un financement pérenne et à la hauteur, l'exercice plein et entier de la citoyenneté et la lutte contre les discriminations liées à l'âge. Merci, Madame Vidal, merci, Madame Boulou, pour le travail que vous avez mené
que vous avez conduit, que vous allez continuer à guider, et vous savez à quel point la FNADEPA sera à vos côtés. Et je sais aussi à quel point vous serez aux côtés de la FNADEPA pour poursuivre ce travail. Mesdames et messieurs, chers amis, cette journée est aussi l'occasion pour la FNADEPA de fêter les 15 ans de son colloque politique vieillesse. Je suis particulièrement fier du chemin parcouru ensemble durant toutes ces années. En 1998, lors de la première édition, les débats avaient porté sur les relations avec les autorités de tarification, la maîtrise des dépenses publiques, les nouvelles formes de coopération, le 5e risque de protection sociale et la réforme de la gouvernance. Retour vers le futur, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais ça veut dire que les sujets restent d'actualité, à peu près les mêmes, et en tous les cas, évidemment, sur des bases différentes, sous un angle différent. Mais cette volonté réformatrice, en tous les cas, elle nous guide toujours à la FNADEPA pour aider et accompagner les personnes âgées et les professionnels qui sont à leur côté au quotidien. Ce feu sacré nourrit la FNADEPA depuis bientôt 40 ans. Ce n'est certainement pas demain qu'il va s'éteindre, attisé par les flammes de notre mobilisation collective pour nos aînés. Je vous remercie de votre attention et cède la parole immédiatement à Valérie Lespès, qui va animer cette matinée.